Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, nous nous retrouvons avec l'ami Jus de Melon, parce que ça fait un petit peu de temps d'ailleurs qu'on ne s'est pas vu, mais pour continuer notre classique maintenant, découverte de la filmographie Xavier Jantienne, comme on aime à le dire, à côté de nos pérégrinations niéquesques sur ta chaîne. Donc écoute, déjà dans un premier temps, Julien, comment vas-tu ? Bonjour ou bonsoir et merci Romain toujours de m'accueillir aussi chaleureusement sur ta chaîne et puis bon vice versa sur la mienne pour Takashi Miike. Et écoute, ça va super bien, mais on avait développé une théorie ces derniers temps avec notre rétrospective Xavier Jean. C'est un film sur deux, c'est ou c'est très bien ou c'est pas tip top. Le dernier dont on a parlé, Kolskin, il était très bien. Et on découvre ensemble Budapest. Bah oui, voilà, je suis en train de spoiler déjà, mais bon, c'est écrit dans le titre de voilà. Et bon, Budapest, autant dans Kolskin on avait sondé les abysses nietzschéennes et tout, est-ce que là on va sonder d'autres formes d'abysses? Ça on va voir, on va laisser un suspense sur notre avis, peut-être qu'on a été positivement surpris. Parce que Budapest, c'est pas du tout le genre de film que t'abordes sur ta chaîne normalement. Et grâce à toi, et grâce à Xavier, c'est ma première comédie sur la chaîne, et ce sera peut-être d'ailleurs une des seules, parce que ce sera pas souvent le cas. Parce que tu dis souvent, et tu as raison, que je suis souvent très bienveillant, mais d'horreur, et du cinéma fantastique. Pour ce qui est de la comédie, je suis souvent, je vais pas dire que je suis malveillant, mais je suis un public extrêmement difficile à contenter en comédie. Donc c'est très compliqué pour moi, en fait, vraiment d'en parler, et c'est bien que tu sois là, parce que voilà, j'aurais eu beaucoup de mal à en parler. C'est un truc qui je suis très très mauvais spectateur de comédie globalement, hein. Je suis assez dur. Donc on va s'atteler donc à l'antépénultième, en tout cas à date, film de Xavier Jean. Tu l'as très bien dit, Peste, qui date de 2018, dans lequel on retrouve au casting Manu Payet, qui est co-scénariste au passage du film aussi, Cohen, Alicia Belaïdi et pour le coup ceux qui sont plus connus, j'entends, hein, Alix Poisson, et puis on trouve aussi Artus, dont tu disais tout à l'heure, on a parlé en off, donc c'est la troisième apparition aussi dans un film. On retrouve ici à la toute fin du film, pour le coup il a un rôle finalement, il est peu près écran, mais il a un rôle quand même déterminant dans le destin des personnages, il est important. Donc il a ce petit rôle donc à la fin. Et autrement, voilà, on a ce petit groupe d'amis. On sent le film de potes, mine de rien, puisqu'au passage Monsieur Poulpe, on le retrouve dans Sous la Seine. Il a une séquence mémorable dans Sous la Seine, évidemment. C'est un Monsieur Poulpe qui sert de repas aux requins. C'est ce qui est très drôle d'ailleurs quand on y pense. C'est une très bonne vanne du film, moi je trouve. Mais on y reviendra pour le coup. Et pour revenir donc à but, ici donc on suit deux amis qui sortent de HEC. Donc l'un est interprété par Manu Payet et l'autre est interprété par Jonathan Cohen. L'un travaille dans une entreprise, il se fait globalement bully par son supérieur, qui est une espèce de gros connard qui mange des carottes au cru toute sa journée, hein, bien sûr. Et à côté de ça, on a Jonathan Cohen qui lui est dans la grosse entreprise familiale, en tous les cas du père de sa femme, qui est tenu par le père de sa femme. Sa femme est sa supérieure. Et donc ils sont tous les deux, ils s'emmerdent dans leur boulot, ils trouvent pas vraiment leur place, ils ont du mal avec la hiérarchie globalement et ceux qui se situent au-dessus d'eux. Et donc ils vont décider sur un coup de tête, après une soirée d'enterrement de vie de garçon d'un de leurs potes qui grossièrement c'est pas très bien passé, ils se font refouler à l'entrée d'une boîte un peu sélecte, et ils vont se retrouver dans une boîte un peu moins sélecte. Ils vont rencontrer une gogo danseuse pour le coup hongroise, qui va lui reparler de Budapest, et là va germer dans la tête du personnage interprété par Jonathan Cohen cette idée de faire des EVG, donc enterrement de vie de garçon à Budapest, puisque grossièrement c'est peu cher et qu'il y a de quoi faire un test. Et donc il va embarquer son pote, donc interprété par Manu Payet, dans cette voiture, sachant que la femme du personnage de Jonathan Cohen n'est pas au courant de ce qu'il est en train de faire. Il est censé signer un gros contrat avec des et il est censé aller à Londres ce week-end où ils vont aller visiter pour la première fois Budapest et pour un petit peu faire leur petit réseautage. Et de son côté, donc Manu Payet va assez vite mettre au courant sa copine, qui elle est beaucoup plus cool à ce niveau-là, sur ce point-là, puisque au passage ils font une soirée juste avant de partir à Budapest où il va coller une droite à son patron légèrement harceleur, ce qui donc va signer l'arrêt de son contrat définitif, et donc il va se lancer dans cette aventure. Et donc on va suivre un petit peu leur déambulation à Budapest. Ils vont rencontrer un personnage interprété par Monsieur, un personnage un petit peu déjanté, qui va leur faire découvrir un Français donc qui est là-bas et qui va leur faire découvrir la vue nocturne
de Budapest et va s'en sûr les choses ne vont pas se passer comme elles étaient prévues dans tous les cas. Donc voilà, pour faire un résumé assez rapide, sans spoiler pour le moment, on fera une petite zone spoiler pour parler justement, je vous parlais du personnage d'Artus tout à l'heure, je pense que c'est quand même assez important dans la narration, et mine de rien, c'est un film qui prend peut-être plus sens dans son dernier tiers, on en parlait, que sur ses 2 premiers tiers. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Donc, Julien, on découvre tous les 2 le film en même temps, parce que moi, ça faisait, avec The Crucifixion, je crois que c'était les 2 films de Xavier Jeance que je n'avais pas encore vus. Donc, on découvre ça tous les 2. Alors, je demandais dans un premier temps, quelle a été ton premier ressenti à cette première découverte, qui est finalement à chaud, parce que toi, tu l'as découvert il y a 2-3 jours, et moi, j'ai découvert hier soir. Donc, écoute, voilà, quel a été ton ressenti? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis, comment, voilà, on est parti pour lancer la discussion. Ah, mais alors déjà, c'est un peu trompeur, un petit peu, hein, comme film, dans le sens où on s'attend à une sorte de party time, voilà, c'est pas Projet X, c'est pas Very Bad Trip non plus, ça, il y a un moment, voilà, il va y avoir une évolution des personnages et tout, donc, il faut tenir les 2 premiers tiers, j'ai envie de dire, c'est un peu le problème, c'est que, oui, à la fin, tu te dis, bon, allez, à la rigueur, là, il y a des trucs à sauver et tout, mais en attendant, disons que, oui, il y a des moments où on va un peu rigoler, quand même, parce que il y a Jonathan Cohen et Manu Payet qui ont une bonne alchimie quand même. Puis Jonathan Cohen, on est rarement déçu. C'est même dans des films mineurs, il arrive à placer un petit peu sa personnalité et voir ces 2 un peu losers, on peut dire. Ce sont quand même 2 gars losers qui se font bolos, comme disent voilà les plus jeunes par leurs supérieurs ou leurs femmes. Et voilà, c'est les pauvres petits hommes fragiles qui veulent reprendre leur virilité, leur destin en main. Alors, c'est vrai que c'est très maladroit dans l'écriture quand même pendant un petit moment. Tu sais pas trop si la caméra ou le scénario veut nous les faire passer pour des antipathiques ou pour essayer de les plaindre et tout. Alors, ça marche pas si c'est essayer de les plaindre. Hein. C'est un peu des couillons et tout. Mais ils ont quand même une idée. Voilà, ces EVG, hein, ils vont même obtenir une licence. Attention, EVG, pas IVG. LOL, hein, on fait des blagues, voilà, faut que ça rentre dedans un petit peu. Et l'idée, c'est ça, c'est un petit business low cost, parce que voilà, comment la perception, on va dire, de ces pays de l'Est par les Français. Bon, on en parlera peut-être plus en détail, mais c'est vrai que je suis pas certain que les Hongrois, s'ils ont vu le film, ils ont énormément apprécié le délire. J'en doute un peu, mais visiblement ça a été tourné sur place. Tu pourras peut-être nous le confirmer parce que tu as visité cette ville de Budapest et je crois que tu as des petits moments croustillants peut-être à nous dire à ce sujet-là. Mais c'est quand même très poussif sur la plupart du temps. Tu sens qu'il va y avoir une évolution, mais ça tarde trop en fait. Sur l'écriture, il y aurait peut-être eu mieux à faire pour plus, on va dire, aller vers une sorte de stabilité d'évolution plutôt que d'attendre le dernier acte. Où ça se précipite un petit peu quand même, t'as l'impression. Voilà, ça se précipite un petit peu parce qu'il fallait laisser la place au délire. Au sexe, à la drogue, aux armes à feu aussi. À un moment, il y a quand même des trucs assez étonnants avec les rednecks locaux. Là, on en parlera peut-être parce que finalement, c'est peut-être le seul point commun qu'on pourra faire, le seul rapprochement qu'on pourra faire avec les films que tu traites sur ta chaîne, hein, sur ces rednecks qui sortent tout droit d'un Rob Zombie ou d'un Toby Hooper. Mais oui, évidemment, on est dans le pastiche absolu de la dérision, mais à un moment, c'est vrai que j'ai pas l'impression que le film, dans le scénario, va essayer d'être trop subtil jusqu'à la fin. C'est pour ça que t'arrives au bout, tu te dis, ah ouais, mais bon, voilà. Et sinon, est-ce qu'on peut sauver la réalisation de Xavier Jeance? Parce que c'est ça qui nous intéresse. À la base, il n'était pas prévu à la réalisation. Je crois qu'il a dépanné Manu Payet lui-même, qui pouvait pas gérer les 2 casquettes parce qu'il y avait plein de trucs à faire. Et il s'en sort quand même, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il arrive à dynamiser le film. Voilà, il s'amuse, il fait ces petits, pas forcément des mouvements de caméra, mais dans le montage, dans des petites touches modernes sur, par exemple, à un moment, il y a une sorte de tableau virtuel où ils font leur prospective, où ils font ça dans la rue, en mimant des trucs et ça apparaît à l'écran. Il y a des montages alternés intéressants, un petit peu aussi, même des petits passages time-lapse elliptiques, qui sont plutôt bien gérés là-dessus. Ça dynamise le film, ça le sort un peu de certains, on va dire carcans des comédies françaises habituelles. Donc, Xavier Jeance, on sent qu'il s'amuse. Il est là avec ses potes. Je sais pas il devait être assez ami avec Manu Payet pour accepter ça. Et on sent qu'il s'est fait plaisir. Et visiblement, il a lié quelques amitiés, au moins avec Monsieur Poulpe. J'imagine, puisqu'il l'a rappelé, pour faire un festin, au requin sous la scène. Donc, si on regarde sur le plan de la réalisation, Xavier Jeance, lui, il n'a pas grand-chose à se reprocher. C'est plus
le matériau de base ou après où ça passe ou ça casse, hein, ce genre d'humour. Moi, je suis pas trop fan des films ultra potachos, partis, qui vont dans la, tu sais, qui rentrent dedans en allant à fond dans le over the top. Donc bon, j'ai passé un moment assez moyen devant quand même, mais pas détestable non plus. Je vais pas tirer sur une ambulance. En soi, le film se tient sur son dernier acte, mais on dira sur la zone spoiler après pour détailler. Mais alors toi, par contre, je sens ta mine déconfite un peu quand même. Non, mais je suis, comme je l'ai dit, je suis dur en général avec les comédies globalement. Honnêtement, c'est loin d'être la pire comédie française que j'ai vue vraiment. Quand même, tu as raison, il y a quand même beaucoup de choses. Moi, je trouve dans l'aspect graphique, dans la rythmique même du montage, il y a plein de trucs qui sont chouettes, où tu sens derrière la caméra et puis au montage, il y a des gens qui s'amusent. Plein de trucs cool. On a parlé pas mal dans les précédents films de Xavier Gence du travail sur les transitions. Là, il y a pas mal de petites transitions aussi qui sont assez chouettes. Donc il y a au moins un amusement à ce niveau-là visuel en fait, où parfois, alors c'est assez inégal parce que dans les moments où c'est plus posé, finalement c'est un peu plus plan-plan, mais voilà, quand il y a une sorte de rythmique qui pose, qu'on est un peu dans l'euphorie ces soirées budapestiennes, oui, il y a quelque chose qui fonctionne et qui fait que ça donne du rythme. Alors après évidemment, alors j'ai pas précisé je crois en intro, mais c'est inspiré de deux individus qui existent, qui sont Aurélien Boudier et Alexandre Martucci, qui sont venus trouver le co-scénariste de Manu Payet pour leur proposer donc cette histoire, hein, si je me souviens bien, pour pouvoir travailler autour de ça, parce qu'effectivement il y a quelque chose à faire d'intéressant. Et ils sont d'ailleurs partis avec l'équipe du film un week-end à Budapest un petit peu pour leur montrer les différentes activités qu'ils font en fait. Donc l'idée du conduite du temps, que le fait d'aller tirer à la K47, etc. C'est des choses qui sont présents, y compris aussi le Hummer limousine, etc. C'est des trucs qu'on retrouve en fait, qu'ils ont vraiment mis en pratique dans leur organisation. Donc c'est plutôt chouette parce qu'on sent voilà qu'il y a cet amusement qui se fait de manière, si je puis dire, diégétique et extra-diégétique. On sent que voilà, tout le monde s'est amusé, qu'il y a une ambiance un peu cool, un peu potache, qui est à l'extérieur et à l'intérieur du film pendant le tournage et dans ce qui est raconté. Donc ça, pour le coup, je trouve ça assez chouette. Après, voilà, le problème, c'est que je trouve le film hyper inégal en termes d'humour. Il y a des séquences que j'aime bien. Notamment, je trouve la séquence, alors, c'est plutôt dans la première partie du film, où ils vont se retrouver dans cette boîte un petit peu sombre, où va les emmener le personnage de Monsieur Poulpe, où il y a cette chanteuse aussi qui est là. Alors, esthétiquement, c'est un peu intéressant. Il y a des jolies lumières, il y a un travail d'étalonnage qui est un peu chouette. Et puis, il y a cette séquence où ils sont défoncés tous les deux parce qu'on leur fait prendre de l'ecstasy, il me semble, dans les verres d'eau qu'on leur refile. Et il y a tout le passage où ils sont défoncés, qui est un peu rigolo, avec l'idée faut qu'ils montent notamment parce que la femme de Jonathan Cohen l'appelle pour censé être à Londres et lui demande voilà si tout se passe bien, elle ne sait pas qu'il est à Budapest et elle lui demande de lui envoyer une photo pour montrer qu'il est bien à Londres et jouer le gag notamment en lien avec Harry Potter qui est un peu rigolo. Enfin il y a des petites choses comme ça que sur le coup qui sont un peu faciles, un peu grossières, mais qui fonctionne bien en fait en termes de rythmique en fait ces choses. Je trouve que le film n'est pas toujours très drôle, les vannes sont pas toujours très fines, mais en termes de rythmique ça fonctionne à des moments en fait et ça marche plutôt bien et c'est plutôt drôle. Alors ce que je pensais en fait en voyant le film, c'est un peu étrange peut-être ce que je vais dire, mais voilà je vais faire un lien avec un autre film mais qui pour le coup pour moi est bien plus brillant et à plus d'égards, c'est de Ty West, où il y a un lien que je fais moi quand je vois X. Alors j'adore X en tant que slasher et en tant que on va dire petite reconstitution d'un porno dans une ferme dans les 70. Et ce que je me suis dit en voyant X, c'est que finalement, au-delà de la partie slasher que j'aime beaucoup, mine de rien, j'aurais bien aimé suivre cette équipe pendant 1h30 en train de tourner son porno. J'aurais trouvé ça rigolo aussi parce que finalement, l'humour ne vient pas parce qu'il est appuyé par l'écriture ou autre, c'est simplement que la situation dans laquelle sont les personnages, leurs interactions naturelles, si je puis dire, elles sont drôles, elles sont amusantes et puis tout le monde en prend pour son grade et ça fonctionne très bien. Et en voyant celui-là, je me suis dit, en fait, en voyant Budapest, j'aurais quasiment aimé, pour justement créer de la porosité avec la réalité, que ce soit presque un faux documentaire où on suive en fait cette idée, ce truc qui est en train de se monter, sans que ce soit forcément une comédie au sens direct du terme. Moi, j'aurais trouvé ça chouette de suivre deux mecs qui essaient de monter quelque chose sans forcément qu'il y ait ce cadre de comédie. Évidemment qu'à des moments, on allait en venir à des éléments comiques parce que comme c'est rocambolesque, comme ça part un peu dans tous les sens, comme tout ce qui est raconté semble over the top et en faire des caisses, et en fait c'est véritablement ce qu'ils vivent et ce qu'ils mettent en pratique vraiment, bah finalement c'est drôle de par la situation en tant que telle.
et on n'a pas besoin forcément de rajouter des couches de comédie derrière, de rajouter le jeu de Jonathan Cohen qui est très bien en demande. Il fait du Jonathan Cohen, il est bien dans ce qu'il fait, moi je l'aime bien aussi. Manu Payet il est très bien aussi, mais je trouve que finalement faire quasiment un faux documentaire pour créer de la porosité entre la réalité et la fiction, et pas trop aller du côté du presque, en tous les cas dans un temps presque véridique, un petit peu dans ce côté très emphatique, presque épique dans l'approche en tout cas de cette entreprise qui sont en train de monter, ce côté presque rise and fall hein, dans une certaine mesure. Moi je trouve que faire un truc un peu plus intime avec ce côté pourquoi pas encore une fois faux documentaire. Alors, c'est ce que j'aime pas faire ça parce que j'ai pas envie de dire à Xavier Jeance ou à Manu Payet et à son co-scénariste il aurait fallu faire ça, mais donc j'aurais peut-être plus adhéré à la proposition. Et c'est pour ça que je faisais le lien avec X, j'y pensais parce que alors X je trouve de toute façon que la partie slasher fonctionne très bien aussi, mais je trouve que on pourrait faire un film juste sur le tournage de ce porno et ça aurait très bien fonctionné parce que voilà, les personnages sont attachants, c'est drôle et tout le monde en prend un peu pour son grade, et je trouve que par rapport à l'époque dans laquelle on est, je trouve que le film va titiller des trucs intéressants. Donc voilà, c'est juste ça, je trouve le film pas totalement raté, moyennasse, si je puis dire ça comme ça, un peu comme toi, j'ai passé un moment pas désagréable, mais pas non plus super agréable à des moments. Mais en même temps, voilà, je reconnais que Xavier Jeance, je vais presque dire qu'il sauve il sauve un petit peu le projet de par sa mise en scène qui est quand même dynamique et qui fait que ça fonctionne bien. Et puis effectivement, le dernier tiers qui soulève mine de rien toutes les ambiguïtés qu'on pourrait avoir par rapport au propos du film et qui fait que ça fonctionne plutôt court à la fin et que on retombe sur nos pieds, si on peut dire ça comme ça. C'est marrant, tu parlais de X, tout à l'heure je parlais de projet X, finalement, c'est quand il y a quand même un lien. Ouais, c'est vrai que dans X, notamment, rien qu'avec le cinéaste qui se prend pour Godard, ça aurait pu être très très drôle d'appuyer dessus. Mais là, voilà, là, le problème du film, en fait, c'est qu'il est bouffé, par son concept qui est réel, donc ils se sont forcés à suivre, on va dire, ce qui est vraiment, tu parlais du Hummer Limousine, du AK-47, tout ça. Ils ont remis cela avec un cliché supplémentaire, je l'espère, en tout cas, parce que le Gabor, là, avec son... c'est quand même un petit peu très cliché. C'est pas Sid Haig hein, qui joue Gabor, mais ça aurait pu... Non, mais on est à deux doigts. Ah, peut-être c'est peut-être Xavier Jeance lui-même s'est dit, tiens, et si on faisait un peu dans le cliché, moi, je viens de l'horreur, voilà. Je sais pas. Je pense qu'il joue quand même sur les préjugés, quand même, mine de rien, que les Européens d'Ouest ont sur l'Europe de l'Est aussi, hein, évidemment. C'est dans Crucifixion, quand il est allé en Roumanie, finalement, non, mais c'était moins cliché. C'est vrai. Et il y a Frontières aussi, il y avait un petit peu de cliché sur cette famille, voilà, très franchouillarde, il aime bien jouer sur ces trucs-là aussi. Mais en fait, le film, il est un peu bloqué par ce concept, et les deux acteurs principaux, par défaut, on va les mettre dans un buddy movie. Voilà, parce que et ça marche sur eux, et ça marche bien hein, quand même, parce que tu le dis, Jonathan Cohen, il fait du Jonathan Cohen. Donc, c'est vrai que 80% des films où il y a Jonathan Cohen, il joue comme ça. Ça va être intéressant de le voir dans d'autres rôles. Dans Dali de Quentin Dupieux, il y a quelque chose où il sublime son personnage. Donc, voilà. Mais là, c'est amusant de le voir un peu en mode, ouais, mais moi je veux prendre mon envol. Alors c'est très amusant, il va être le goéland. Son personnage Jonathan le goéland, c'est très amusant. Quand on y pense, il y a peut-être même une méta derrière. C'est une séquence qui pour le coup, j'aime bien aussi cette séquence-là où ils sont tous les deux couples sont au resto et lui s'engueule avec sa femme et puis il finit par faire effectivement cette longue tirade. Le fait qu'il est un goéland. Ça, pareil, c'est un truc qui est, en termes d'écriture où tu sens peut-être l'écriture de Manu Payet derrière qui entre autres. Et je trouve que cette séquence-là, elle marche bien aussi. Les textes sont plutôt pas mal. Oui, il y a des textes vraiment de quelqu'un qui a fait des spectacles comiques, ça se sent. Et il y a eu un travail de dialogue entre les deux. Je pense que Jonathan Cohen lui-même a retouché des petits trucs avec son pote. Je pense qu'il y a eu une bonne ambiance. Ça se sent qu'il y a une bonne ambiance de travail. Peut-être que même ça se sent trop des fois. Peut-être qu'ils se sont laissés emporter par le délire et à un moment ils sont dans leur délire à eux. Et nous, on est là. Si on rentre pas dans leur délire, c'est pas facile. Mais bon, après il y a l'évolution. C'est quand les épouses reviennent dans le game. Là, oui, ça devient intéressant quand même. Parce que finalement, il y a ce qui est questionné dans le film, si on cherche des thématiques, c'est la force du couple et la force de l'amitié. Et parfois, l'amitié qui passerait devant le couple ou pas, et dans l'idée du business avant le couple, machin. Est-ce qu'on peut chacun vivre en ayant ses propres ambitions tout en gardant l'unité du couple? C'est intéressant parce que ça, en effet, ça peut poser des soucis dans la vraie vie à des gens. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont bouffés par l'ambition du conjoint ou de la conjointe, pour des raisons idiotes. Hein. Mais ici, on a deux hommes qui veulent s'affirmer. Voilà. Alors c'est vrai que c'est maladroit du coup.
parce que le film te propose, alors au moins une femme forte et tout. Bon, c'est l'héritière hein, du business, mais quand même quoi. Et t'as un peu l'impression qu'au début ça se moque de ça, des femmes libérées et fortes. C'est pas tout à fait ça. Du coup, à la fin, il y a un petit retournement qui est intéressant. Et c'est vrai que pendant quand même une petite heure du film, t'es là à te dire c'est un peu, je sais pas, voilà. Et puis la représentation des Hongrois ou de la Hongrie. C'est vrai que malheureusement, on voit pas grand-chose de la Hongrie. Mais aussi, il y a des architectures locales quand même. On fait des petits plans, voilà. Ça il y a 2-3 plans qui sont jolis, ouais. Ouais, Xavier Jean, il faisait quelques petits plans quand il tournait en Roumanie aussi, ça, voilà. Xavier Jean, ça a des idées de mise en scène, tu parlais de transition et tout. Il y a un moment presque à la Spielberg, alors je sais pas si j'exagère un peu, mais il y a un moment avec un soleil. Je sais pas si c'est vers le début du film, hein. Il y a un moment, il est la nuit, je crois que c'est Arnaud, c'est le personnage de Jonathan Cohen, qui a l'idée lumineuse, tu vois, il en fait une insomnie, et le matin, hop, le gros soleil qui se lève, l'idée lumineuse, voilà. Ça, c'est presque, alors c'est du Spielberg détourné en mode comédie, mais on voit que Xavier Jean, il sait manier le langage de l'image et de la réalisation. Et qu'à certains moments, même dans un film comme ça, il sublime des scènes. Tu parlais de moments où il prenait des extas locaux, là, je sais plus comment ils appellent le machin, là. Bah, il met sa mise en scène avec, en accélérant un peu, en foutant l'image, tout ça, avec une ambiance presque à la climax de Gaspard Noé. Oui, tout à fait. Pour se regarder, évidemment. C'est sorti la même année, je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est 2018 aussi, effectivement. Voilà. Mais bon, du coup, il sait gérer ça. La photographie avec son chef-op, le montage avec ses monteurs. Alors, je sais pas si c'est son équipe habituelle, hein. C'est Julien Leclerc, hein, le producteur, qui a dû probablement appeler Xavier Jean. Je pense qu'ils se connaissent. Je pense que c'est très probable. Et derrière, est-ce qu'il a pu imposer son équipe, Xavier Jean derrière? J'en sais rien. À part le scénario qui était déjà là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un vrai travail. Voilà. C'est Gilles Porte, le chef-op. Voilà. Alors Gilles Porte, si on regarde en direct là sur chef-op, est-ce qu'il a travaillé avec Xavier Jean avant? Non. Voilà. Mais bon, ils se sont plutôt bien accordés, je pense. Ouais, donc le travail est plutôt joli. Hein. Le travail du chef-op est plutôt très très correct, je trouve. Puis il a retravaillé. Sur la ville. C'est amusant parce que c'est le chef-op de Farong aussi. Et on voit que bien entendu son travail. Ça se sent. Mais du coup, toi qui es allé à Budapest, est-ce que tu penses que c'est assez... Bah, ça a été tourné sur place, c'est évident. Est-ce que c'est proche de tes souvenirs, tes vieux souvenirs, où tu as eu des moments rock and roll un peu peut-être? Attends, quand je dis des vieux souvenirs, j'avais 16 ans, donc 16 ou 17 ans. Donc ça fait 20 ans quand même, hein. Ça fait mal au cul. On est plus tout jeune. Et mais ouais, j'avoue que les souvenirs que j'avais, c'est ça qui est intéressant, Minov, que je trouvais rigolo aussi, c'est-à-dire que moi j'avais un souvenir très touristique. Je faisais des tournées de concerts, je faisais partie d'une chorale, etc. Donc on avait quelque chose, un parcours très normé, très carré. Donc on a fait voilà les figures un peu ici de la ville. Et là, découvrir un petit peu ce Budapest underground, alors qui peut ressembler en fait à tout un tas d'autres villes, je pense, quand on pense ça. Ils font la comparaison avec Berlin, à un moment donné, en disant que c'est du Berlin en moins cher. J'ai bien aimé découvrir celui-là, mine de rien, parce que bon, j'avais cette petite accroche à la ville qui a été pour moi un des premiers gros voyages au-delà de l'Italie, je peux dire, qui était des pays qui étaient vraiment frontaliers de la France. Voilà, j'avais fait Belgique, etc. Donc c'est le premier voyage où je m'extirpais un petit peu plus loin. Donc c'était assez marrant de retrouver ce truc-là. Et effectivement, on avait vécu une grosse soirée à l'époque puisqu'on finissait notre tournée de concert. Cette soirée, on avait fini en caleçon dans les rues de Budapest. Voilà, c'était un petit soirée avec des copains. Bon, c'était rigolo. Alors on n'est pas au point évidemment de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas croisé la go-go danseuse hongroise ou sa fille, je crois, du coup, qui était ancien agent du Mossad, hein, on apprend ça dans le film. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens, qui sortent de... Oui, parce que on n'a pas parlé, mais il y a les premiers clients qui débarquent, ils font des conneries, et du coup, ça se termine pas très bien. Bah justement, on va pouvoir, comme tu parles de ça, on va pouvoir rentrer en zone spoiler, parce qu'on n'a pas vraiment spoilé jusqu'à maintenant, donc ça va nous permettre de rentrer un peu plus là-dedans, mais effectivement, les premiers clients qu'ils ont, effectivement, ça part en vrille. Alors, moi, c'est vrai que j'avais vraiment ce truc-là, cette attente, je le disais tout à l'heure en off. Moi, j'étais presque cette idée du redneck, parce que quand ils introduisent les rednecks dans le truc, alors peut-être est-ce des formations horrifiques, si je puis dire, ou d'avoir, voilà, moi j'attendais quelque chose où on avait peut-être parti dans le thriller qui allait avoir des mésententes, des tentatives avec les locaux,
et qu'on allait finir sur une comédie avec des tendances un peu thriller, ou pourquoi pas d'ailleurs horrifique, mais voilà, au moins thriller, ce qui ne fait pas vraiment finalement. C'est aussi un petit reproche que j'ai sur vraiment j'entends la pure trame en tant que telle, où je trouve que le film ne décolle jamais vraiment en termes de folie. En fait, il reste dans quelque chose d'assez carré. Alors évidemment, il est peut-être, tu le disais tout à l'heure, un peu emprisonné par ce qui s'est passé. Il veut peut-être être très fidèle justement au trajet de ces deux personnages, évidemment, et je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Mais je trouve que le film décolle vraiment en termes de folie. Il a une petite folie latente dans ces soirées qu'on découvre, etc., qui, comme je disais, sont un peu chouettes. Il y a effectivement ce truc avec ce redneck très cliché, où on perd du tir, où il y a et puis il y a ces groupes aussi qui vont arriver au fur et à mesure, notamment le premier, où ils vont se faire arrêter par les flics parce qu'ils ont bourré comme des coins, embarqué un bus, ils ont plongé dans le Danube. Oui, c'est le Danube pour le coup. Donc il y a ce truc-là qui est un peu rigolo, mais c'est pareil, ça décolle jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu ce truc-là, où il y a un peu de folie qui est injectée par ces persos qui vont faire les tarés, qui vont partir n'importe comment dans les rues de Budapest, finalement on revient à un truc très terre à terre après, puisque finalement ils décident de s'arrêter, mais finalement ils disent non, il y en a un des deux qui va arrêter, l'autre dit non, on reprend, on va se mettre un cahier des charges. Donc finalement, comme ils suivent ce qui s'est forcément passé, on a ce cahier des charges qui enferme, et qui enferme le récit aussi. Et à terme, finalement, quand ils vont dérailler à un moment donné, puisqu'ils vont chacun, mine de rien, lors de leur 100e EVG, ils vont tromper leur copine chacun. Donc Manu Payet avec la très belle chanteuse et le Jonathan Cohen qui a du fantasme sur les femmes très rondes. Il tombe donc sur cette stripteaseuse qui est aussi dans ce bar aussi, et ils vont tous les deux tromper leur copine parce que voilà, on y va, c'est parti, c'est la folie de Budapest. Et c'est ce qui va amener un petit peu toutes les pérégrinations derrière. Mais finalement, on a un petit peu ce truc un peu en dents de scie. On a une petite montée en folie et en fait, clac, c'est tué un peu dans l'œuf. Et puis ça remonte et clac, c'est tué dans l'œuf. Et effectivement, ce que tu disais, moi je trouve que là où le film devient intéressant, c'est quand leurs deux femmes déboulent à Budapest, qu'elles prennent la décision de racheter toutes les actions et de devenir leur patronne. Alors ça, en plus, il y a un truc intéressant sur les deux femmes. Il y en a une, effectivement, tu disais, qui est plutôt carriériste, qui a hérité, qui hérite de l'entreprise familiale. Et puis il y a la copine de la femme de Jonathan Cohen, de Manu Payet, qui est plutôt pour le. Alors, je pense qu'elle est au chômage, elle geek, disons. Elle est vachement attachante. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. En fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage-là. Et que pour le coup, quand elle déboule à Budapest après avoir acheté les actions en disant maintenant c'est nous les patronnes et c'est nous qui allons maintenant reprendre les rênes du truc. Jusqu'à la séquence finale, jusqu'au climax, je trouve que ça marche bien en fait. Je trouve qu'il y a un petit truc où ça repart un petit peu à ce moment-là, là où le film est un peu répétitif, un peu en dents de scie, où il se passe pas finalement grand-chose, et puis on peut specter d'ailleurs un truc un peu aigu que moi j'aime pas trop. Là à ce moment-là, hop, on revient, on a une autre dynamique et ça marche un petit peu mieux. Enfin, alors le film est moins drôle finalement, on perd un petit peu en termes de comédie pure potache, mais je trouve que le discours est plus intéressant. Ouais, mais c'est vrai que malheureusement, on est obligé de passer sur un énorme cliché. Le côté de la tromperie, machin, la vidéo, parce que Giorgio, là, Monsieur Poulpe, qui a mis ça en ligne, ou son assistant, je sais pas, il y a un stagiaire aussi. Enfin, bon, c'est un peu n'importe quoi. Et là, sur le moment, t'es quand même dans les gros trucs éculés. Ah bah oui, donc du coup, elles vont se venger. L'autre qui a de l'argent, parce qu'elle a mis des parts dans un truc, elle va rappeler, elle va racheter le machin, et du coup, ça va devenir les patronnes, machin, tout ça. Donc là c'était un peu relou, mais au moins ça donne l'idée que c'est quand même deux losers, ces deux mecs qui de toute façon sont incapables de faire les choses bien comme il faut jusqu'au bout, et que les femmes fortes vont reprendre le dessus, quoi. Donc finalement on retourne la situation où au début on pensait que ça allait être en mode ouais c'est bon les femmes fortes, non, l'idée elle est là, et à la fin ça recimente le couple. Alors évidemment il faut en arriver au 199e client, je crois, je sais pas quoi. Alors, c'est là où le film est moins drôle, mais heureusement, débarque Artus. Et finalement, Artus, c'est un acteur avec lequel j'avais un peu de mal au début, dans là où je l'ai vu. Bon, Brutus versus César, c'était quand même très compliqué de Cairon. Oui. Alors que Cairon avait fait 2 très bons films avant, et depuis, je crois que Cairon, je sais pas s'il refera un film pour le cinéma. C'est vraiment, fait mal, oui, je suis d'accord. C'est vraiment dommage, cet incident de parcours. Et Artus, bon voilà, mais là, voilà, bon, récemment il a fait sa première réalisation, un petit truc en plus sympa avec Alice Belaïdi d'ailleurs qui est là. Peut-être que les deux s'étaient rencontrés sur le tournage de Budapest, hein. Peut-être, je sais pas s'ils sont en couple et tout, hein, ça ne nous
regarde pas, comme dirait les inconnus. Les inconnus, ils auraient pu faire des sketchs autour des EVG, ça aurait pu marcher. Et donc Artus, qui va avoir quoi 5-10 minutes, même pas, hein, bah il crève l'écran. Ce gars un peu bourré en mode hey, j'ai pas envie de revenir près de ma femme, je vais me foutre en l'air et tout, parce qu'en fait j'ai pas envie de me marier, parce que là il a vécu l'aventure de sa vie en Hongrie, il a pas envie de rentrer. Et c'est là où tout le monde est en bas et tout, et dans ce danger-là, il va y avoir un moment où les vérités vont se dire, et une sorte d'épiphanie, voilà, où Arnaud, voyant d'ailleurs Artus faire le goéland, il se dit, ben moi aussi, hein. Ouais, voilà. Et alors c'est ça qui est un moment qui est très bien pensé. Il y a un côté quasi méta, c'est-à-dire que ils arrivent au bout, ils se disent bon le film quand même il est bancal sur plein de points. Et le personnage d'Artus là il mourrait ouais c'est bon non mais on dirait que vous prenez mon histoire pour régler vos problèmes de couple et tout. Oui, il écrit le scénario. Et ça m'a fait marrer. Oui. Ça, premier degré, je me dis oui il a conscience le film d'être dans les clichés et c'est bien Artus qui intervient comme ça pour presque briser le quatrième mur avec Jonathan Cohen à côté, ça colle super bien, je trouve. Finalement, cette fin elle est plutôt réussie. Bon après évidemment, oui, voilà, tout va bien. Alors, il y en a une qui pardonne, l'autre moins. Pas sûr que d'ailleurs le personnage d'Alix Poisson ne pardonne pas directement à Jonathan Cohen. Hein. C'est ça. Voilà. Par contre, voilà, Alice Beridi et Manu Payet, ça va roucouler comme avant, quoi. Il y en a un qui devient le goéland, les deux autres c'est des pigeons qui roucoulent. En fait c'est très c'est très j'allais dire ornithologique. Non, il y a pas d'ornithologie. C'est dommage. Il y a un saut dans le vide en plus qui est à la fois métaphorique et concret à la fin aussi où il décide de sauter avec Artus dans le vide, ils se jettent tous dans le vide. Pour retomber sur le matelas gonflable qui a été mis par les pompiers. Avec le morceau de Spando Ballette enfant. Il y a ça, tu vois. Donc c'est cool. Et puis après ça se termine sur la 200e qui finit. Alors là ça aurait été un beau délire de scène avec le gars qui vomit parce qu'il a trop fait sa vie. Il a trop enterré sa vie de garçon. Et après le gars qui se vomit. Enfin les organisateurs de l'EVG se font courser par la mariée et le curé. Ça c'est une bonne idée. C'est une fin de mariage comme ça, un peu bizarre, comme la fin des Anges Gardiens de Jean-Marie Poiret. Voilà. Citer des comédies françaises, je ne pense pas que Jean-Marie Poiret fasse partie de tes réalisateurs préférés, mais... Enfin, j'ai ri, ceci dit. J'ai ri parfois, j'ai ri. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais... Ah, mais la fin, au moins, voilà. Et à la fin, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, dans le générique final, il y a une sorte de ABBA hongrois, là, dans le générique. C'est sympa, j'ai écouté sur Spotify après, c'est sympa. Chaque pays avait son petit truc disco bonnet à l'époque. Il y avait Genghis Khan pour les Allemands, mais en Hongrie, ils avaient ce groupe-là. Voilà. Bon, bref. Non, mais la fin la musique est plutôt chouette. D'ailleurs, tu parles de la musique globalement. Alors, on est presque sur du clip show très souvent. Voilà, on a une playlist mais c'est plutôt pas mal en fait. Il y a des trucs chouettes. Je trouve que l'ambiance au passage dans le bar avec la chanteuse, je trouve pareil, ça marche bien. La musique est plutôt chouette. Ça crée une ambiance un peu cool. Enfin, je trouve que le musical est bien pensé. Mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais. Je trouve effectivement que c'est ce qui rachète beaucoup des problèmes du film en fait. Alors c'est un petit peu facile, un peu cucu, mais en même temps pas tant que ça parce qu'effectivement tu le dis, le personnage de Jonathan Cohen et d'Alix Poisson, finalement, il y a toujours ce truc-là, ça marche pas vraiment. Elle va pas pardonner aussi simplement que ça, parce qu'elle le découvre d'ailleurs plus tardivement qu'il l'a trompé, parce que il y a quand même ce truc-là où jusqu'au bout, il ne veut pas dire. Manu Payet avoue assez vite à sa compagne. Lui met beaucoup plus de temps et elle le apprend vraiment juste avant de se retrouver à essayer de sauver Artus qui est au bord du toit de l'immeuble. Donc ce truc-là, voilà, c'est quand même la fin est en demi-teinte. On sait pas vrai, en tout cas pour son couple à lui, mais c'est pas si mal en fait. Ça fonctionne plutôt bien pour ça. C'est pas aussi facile que ça finalement. Le truc c'est de dire voilà, c'est pas aussi simple que ça de pardonner non plus ce qui s'est passé. Donc ouais, moi la fin je l'aime bien en fait. Vraiment si j'avais à faire un petit résumé d'ailleurs de tout ça, c'est que je trouve le film globalement si on le regarde dans sa globalité, et c'est comme ça qu'il faut voir un film, il faut voir le discours global. Là, on rachète énormément de choses. En fait, mon ressenti du film est un peu plus positif par rapport à la fin. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être, et je pense que tu me diras ce que t'en penses, je pense que tout ça quand même est voulu de la part de Xavier Jeance ou de la part des scénaristes, de jouer quand même cette ambiguïté d'un truc un peu misogyne dans un premier temps,
pour finalement inverser les valeurs comme il travaille en fait. C'est presque comme si le film d'un point de vue méta te disait moi je joue sur les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis de la population chinoise et je m'amuse de ça et j'essaie d'inverser un petit peu les trucs et le film joue un petit peu en disant regarde moi si avec Budapest, quand je te promets Budapest, quand je te promets ce film de beuverie etc un peu beauf, bah finalement tu arrives avec tes préjugés, je vais jouer et les faire un petit peu pendant les 2 tiers pour à la fin un petit peu retourner le truc. Bon, finalement c'est un peu plus malin que ça, un peu plus et c'est pas vraiment ce que tu t'attendais à voir. Donc parce que pareil le côté Very Bad Trip, il y a aussi ce truc là, on s'attend un petit peu à ça et finalement c'est pas vraiment ce qu'on a. Donc finalement le film est peut-être un petit peu plus malin que ça reste moyen, pour moi très moyen, mais plutôt agréablement surpris sur la fin quand même pour essayer d'être un peu plus positif. Ouais, mais la fin, ouais, après la fin va pas forcément sauver le film non plus, hein, soyons honnêtes, mais ça tord le coup. Ça tord le coup à des clichés du début. Bon, après, on va rester sur la représentation des Hongrois, parce que la chasse à l'homme à la fin, elle a quand même mieux, mais avec des paintballs. D'ailleurs, j'ai regardé le gars qui joue Gabor, c'est pas du tout un Hongrois, hein. Ils ont pris un Français qui joue en Hongrois et c'est un peu embêtant. Du coup, là, ça fait un peu quand même, on se croirait dans, c'est pas Michel Leb non plus, mais ça fait un peu, voilà. C'est un peu daté, quoi, disons, dans l'ambiance. Alors, il doit y avoir un délire derrière. Peut-être que l'acteur a dû faire d'autres trucs bizarres avant. Je vois sa filmographie, elle est quand même pas glorieuse, hein. Coco, pas le Pixar, hein. Truc avec Gad Elmaleh, Gomez et Tavares, Hollywood, les nouvelles aventures d'Aladin. Bon, le gars, il a quand même collectionné les trucs compliqués. Voilà. Après, il a un petit côté le gamin de Délivrance au début. Moi, je trouve qu'il y a un petit C'est le réalisateur des nouvelles aventures d'Aladin. Carrément, Arthur Manzeken. Voilà. Ah oui, le côté Délivrance, oui. Alors, c'est là, on en revient à ce côté très profond, quoi. Mais bon, c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête de la Hongrie, moi, personnellement. Tu vois, non. Bon, mais voilà. Mais sinon, oui, la fin, au moins, il y a aussi la conclusion de l'arc Buddy Movie qui est touchant parce que finalement, leur histoire d'amitié, elle est, voilà, ils ont voulu faire quelque chose ensemble. Ils ont voulu construire quelque chose ensemble. Peut-être que il y a plus que de l'amitié au fond entre eux. À un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas joué une sorte de subtilité, tu sais. Mais non. Mais oui, c'est bon. C'est un film qui est un peu bancal parce que je pense que oui, ils veulent trop suivre l'expérience d'origine avec les vrais là derrière, enfin la vraie histoire. Et tu le sens en fait qu'ils se forcent un peu sur ce cahier des charges, alors que ils avaient d'autres choses à raconter qui font bien arriver au bout. Et comme tu l'as dit, on aurait pu se concentrer sur des clients qui auraient vraiment pété des plombs comme ça, mais qui les auraient embarqués dans des trucs de fou, quoi. C'est à peine suggéré, quoi. C'est à peine suggéré. Avec la mamie, à un moment, tout ça, avec l'autre qui fait qui fait des arts martiaux bizarres, là, du Krav Maga, parce qu'elle a été agent du Mossad. Bon, ça, et tu vois ça, là on est pas loin de Very Bad Trip, hein, pendant 2-3 trucs d'ailleurs. Mais peut-être qu'ils voulaient pas aller justement sur le côté Very Bad Trip. Je pense qu'ils ont projet. Ce que je comprends aussi. Voilà, ils ont peut-être voulu faire un truc à eux. Et on se retrouve avec le buddy movie à la française, qui colle bien à Jonathan Cohen, de toute façon, ça lui va bien, ça. Il a souvent des rôles de buddy movie dans ses films. C'est le gars qu'on a envie, c'est le gars un peu con, pénible, souvent, Jonathan Cohen dans ses films, mais qu'on n'a pas envie de détester. Voilà, oui, tout à fait. Et c'est vrai que, un peu moins le cas dans le dernier film de Toledano Nakash, là, Une année difficile, qui est quand même très problématique, plein de points. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà. Après, Jonathan Cohen, il fait les rôles qu'on lui donne aussi. Hein. Enfin, à un moment, je sais pas s'il a déjà il était très bien dans Énorme avec Marina Foïs. Passage dans un rôle différent. Très bien dedans. Et je sais pas s'il a déjà réalisé des films, Jonathan Cohen, mais il pourrait, je pense, si c'est pas le cas, il pourrait s'y mettre et voilà. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le film dont on va se souvenir cet été en priorité. Je pense pas. C'est dans la filmo que tu viens de découvrir un petit peu, c'est un peu la question que je pose à chaque fois, mais dans la filmo globale, un petit peu de Xavier Jeance qu'on a vu jusqu'à maintenant en tout cas. Et de toute façon, factuellement, on a tout vu en fait de Xavier Jeance, puisque les deux suivants, on les a vus chacun de notre côté. Comment tu placerais celui-ci? Mais tu m'as déjà un petit peu répondu. Est-ce que disons que Sous la scène, j'aurais envie de le revoir pour plein de raisons quand même, parce que je me suis quand même posé la question. On en parlera s'il n'y a pas un petit pied de nez à Netflix et que Xavier Jeance s'est vraiment amusé en mode
voilà, il a profité du bébé, quoi, pour faire un peu n'importe quoi, parce que il y a un petit côté anticonformiste, Xavier Jeance aussi. On le voit hein, sur les réseaux et tout, il est très très engagé et tout, et ça colle pas spécialement. Enfin, je pense qu'il se sert du système des fois, Xavier Jeance. Voilà, oui. C'est ma petite théorie. Et il se sert surtout de certains films pour financer des films qu'il a vraiment envie de faire derrière. Aussi, alors là, Budapest, c'est pas vraiment ça. Je pense c'est juste qu'il a dépanné des potes et il s'est dit qu'il allait s'amuser. Voilà, que ça, ouais, il allait être payé pour aller en Hongrie avec tourner des trucs drôles. On se demande même s'ils sont pas vraiment picolés des fois. Non, ils ont dû rester pro quand même. Mais sinon, ouais, je pense qu'il sera quand même plus mémorable que The Crucifixion. Paradoxalement. Bah, il a un petit peu plus de personnalité. Il a plus de personnalité, moi, je trouve, que The Crucifixion. Puis Crucifixion, il y avait le côté puritain, un peu à l'américaine. Mais je pense qu'il y avait de la dérision cachée de Xavier Jeance. Oui. Il me semble que, voilà. Donc, pourquoi pas? Après, c'est pas le plus ancien des films qu'on ait vus. Ça, c'est sûr. Oui, voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est effectivement pas le plus impersonnel non plus. Je trouve il y a quand même des trucs qu'on retrouve et qui fait que même si le plus impersonnel, c'est Hitman au final. Quoique, oui. Sur la mise en scène, il y a des trucs, mais bon, Hitman aussi, on va peut-être pas s'en souvenir longtemps. Mais je suis d'accord, oui. Celui-là a le mérite d'être un petit peu plus personnel que les autres. Même si, ouais, par exemple, ma conclusion reste que pour moi, en l'état, c'est vraiment un des moins intéressants malgré tout. Mais je pense aussi que c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, il y a une chose qui est de l'ordre de l'écriture, il y a le carcan de l'histoire de base, de l'histoire vraie, etc., qui l'enferme un petit peu. Mais effectivement, t'as raison, je pense qu'il y a un amusement aussi de la part de d'aller se frotter dans un genre qu'il n'a jamais fait vraiment, sur lequel il a jamais expérimenté, de s'amuser à partir de là, avec sa mise en scène, avec son montage, de faire des trucs un peu chouettes. Donc ouais, je sais quand même. Et c'est pour ça que je trouve quand même le film, malgré tout, antipathique. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose où c'est pas fait avec de mauvaises intentions. Alors évidemment, les bonnes intentions ne font pas les bons films non plus, mais c'est pas fait avec de trop mauvaises intentions. Et je pense que voilà, il y a ce côté où tu sens qu'ils sont amusés, avec une forme d'humilité, de sincérité, et même une forme de générosité, osons le dire, qui fait que le film reste quand même globalement pas antipathique à regarder. Je dirais peut-être pas qu'il est éthique, parce que, mais après c'est mon côté un peu pessimiste, un peu avoir le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, quand il s'agit de parler d'une comédie. Après moi mon rapport à la comédie est très anglaise globalement, et plutôt américaine et anglaise, moins française. Là je trouve qu'effectivement il y a une inspiration américaine quand même. Moi je pense qu'on peut pas trop la nier non plus. Il y a quelque chose d'américain quand même dans cette manière de faire aussi. En tout cas il s'en inspire, il y a des références, etc. Mais voilà, j'ai ce truc là qui fait que je peux pas vraiment me laisser pleinement embarquer dans le truc. Mais voilà, c'est moins catastrophique mine de rien que ce que j'attendais. Donc voilà, je suis plutôt agréablement surpris par rapport au retour quand même globalement assez négatif sur le film aussi. Oui, c'est vrai que dans ce sens-là, bon après, il y a des gens qui ont aimé, hein. Je me souviens, il y a des gens qui avaient aimé aussi. Mais c'est un délire, voilà, il faut le prendre comme ça. Mais comme Sous la scène, hein. Parce qu'au final, Sous la scène, c'est un délire. Mais Sous la scène, il a d'autres problèmes. C'est que Sous la scène, il est censé être beaucoup plus sérieux aussi. Enfin, on en reparlera. Oui, pour moi, sans anticiper trop, il y a un problème quand on voit pour le coup Budapest, la tonalité, on l'a d'emblée, on sait comment, et ça se tient à sa tonalité. Effectivement, Sous la scène, mon problème, c'est qu'il ne trouve pas son ton. Il se cherche entre plusieurs tons et on sait jamais dans quel ton il va. On parle de ton parce que les poissons, c'est bien, on est dans le truc. Mais voilà, il y a un problème en fait à ce niveau-là. Il y a ici, de s'identifier à un ton, de jouer. On sait jamais vraiment où on est en fait. Et c'est ça qui est parfois peut-être un petit peu compliqué. Mais on l'aura, je pense, plus en détail. En tout cas, c'est toujours intéressant de parler d'un cinéaste qui est versatile, hein, au final. Oui, il touche à plusieurs styles. Hein. Il lui manque la science-fiction. Peut-être un petit film de science-fiction pour Xavier Jeance, ça serait intéressant. Même si The Divide titille un petit peu la SF, sans vraiment rentrer dedans. Et plus dans le post-apo. Là, vraiment, un truc de SF, voilà, avec des robots ou des intelligences artificielles, je pense qu'il pourrait en faire quelque chose. Xavier Jeance. Et un truc un peu iconoclaste, comme tu disais aussi, un peu différent, un peu, ce serait chouette, ce serait très chouette, ouais. Mais on attend de voir ces projets. Tu vas voir le reveal et tout, et dire, ah, mais les gars, en fait, je suis en train de bosser là-dessus. Et encore une fois, désolé Xavier, hein, si tu nous écoutes, évidemment. Ouais, mais c'est de bonne guerre.
Voilà, Et encore une fois, moi, je crois en la sincérité de ce mec-là, et voilà, voilà. Oui. Quoi qu'il en soit, Ouais, il même se fait quel que soit en plaisir, fait les films et la il qualité se des fait films. plaisir. Il aime faire son métier, et voilà. Donc après, c'est le principal. Hein. Je pense que c'est pas le genre Tout de à gars fait. qui s'est pris pour Spielberg ou autre. Il fait ça avec son humilité, et c'est pour ça qu'il prend des risques aussi. Au final, bon, Tout à fait. son image personnelle et tout, il s'en fiche un peu. Tant qu'il a la possibilité, il le fait. Et il a Et bien puis, des raison. fois, il se pose et il réfléchit beaucoup ses projets, et ça donne des Farhang, des Colskin et tout. Donc voilà. Bah écoute, Julien, un grand merci pour cet échange. Alors, c'est pour anticiper un peu le prochain. De toute façon, bon, vu ce que tu viens de dire, c'était pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Là, on était au creux de la vague. Là, on va peut-être remonter. Enfin, je dis au creux, hein, c'est pas si négatif que ça non plus. Hein, mais on est plutôt dans comme on dit que c'est une œuvre sur deux. Bah là, on va remonter évidemment, certainement pour Farhang. Vu ce que tu viens d'en dire, je pense que tu as bien apprécié le film, donc on en discutera incessamment sous peu, je pense. Et bah, merci à toi, Julien, comme d'habitude, de te livrer à cet exercice filmographique, si je puis dire ça comme ça. Merci Romain. C'est toujours ça. Voilà, le cinéma français a le mérite d'exister et en bien aussi. Parfois pas que, mais voilà. Notre cinéma national, après donc messieurs Maury et Bustillo, bientôt peut-être qu'on va faire, qu'on pense aussi à rattraper parce qu'on n'a pas pu le voir leur dernier film malheureusement, pas le distribuer. Et voilà, Maury Bustillo, Xavier Jans, on a des réalisateurs de long qui font leur petit chemin de carrière et tant qu'ils peuvent, ils le font et c'est très bien. Voilà. On leur souhaite une carrière jusqu'à leur dernier souffle, à la Clint Eastwood. Voilà. Tout à fait. En tout cas, un grand merci à toi, Julien. Et puis, on va se retrouver de toute façon très bientôt. Je mettrai évidemment la chaîne de Julien en description, comme d'habitude, mais vous la connaissez tous parce que vous êtes déjà tous abonnés. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, je vous maudis sur plusieurs générations. Donc, c'est très agressif, quoi. En plus, on a parlé d'un Mickey qui était aussi très déluré estival, donc c'est bien. On se fait plaisir, on rigole. Voilà. Donc oui, aussi, je mettrai le lien aussi direct vers la vidéo de Julien, parce que je penserai sa sortie au moment où on publiera celle-ci aussi, avec le Mickey de circonstances très estivales, effectivement, très chatoyant, très animalier, si je puis dire ça comme ça. C'est très animal. Et c'est pas Ah bah, Goéland. C'est pas Goéland. Ça, on va donner une idée, un crossover avec Jonathan Cohen qui jouerait Goéland Man dans un Mickey, ça peut être très intéressant. Ce serait incroyable. En tout cas, un grand merci encore une fois. Et puis, bah, à très vite, de toute façon. À très vite, donc, sur ma chaîne ou sur celle de Julien, pour moult pérégrinations cinématographiques, mais pas que. Et puis, bah, très vite, Julien, merci encore. Et puis, des gros bisous à toi. Bisous et Bisous. à bientôt. À bientôt. Bisous.